Mesdames, messieurs, chers amis non-binaires, bonsoir, bienvenue à ce 4e épisode de Dieu merci, c'est vendredi, votre nouveau rendez-vous pour bien lancer votre week-end. Alors je dis 4e épisode, mais c'est le premier de nos épisodes entretien. Comme je l'avais dit dès le départ de l'émission, nous allons profiter de ces 40-45 minutes le vendredi soir pour explorer différents formats. Les 3 premiers épisodes ont été axés sur la musique et celui d'aujourd'hui sera une discussion. Dans ces discussions, j'apprendrai chaque épisode à mieux connaître quelqu'un, certains sont des amis, d'autres des inconnus, mais je souhaite mener avec chacune et chacun une discussion sur leur vie, leur passion, leur vision du monde, bref, ce qui les rend uniques. Je me tourne donc vers l'invité de cette semaine et je lui pose la première question. On se tutoie ou on se vous voit ? On va se tutoyer, Nelson. On va se tutoyer, très bien. Alors, qui es-tu, invité de cette semaine ? Eh bien, je suis Nicolas. Il faut que je parle de quoi ? De mon Comme métier ou de ma vie personnelle ? On pourra en parler de toute façon après, d'accord. sans souci. Nicolas, j'ai 45 ans et je suis papa de 3 enfants qui ont 23 ans, 19 ans et 7 ans et demi. Voilà une excellente présentation. Alors, lançons ce Dieu merci, c'est vendredi. RCF, Nelson Mirman. Bonjour Nicolas. Bonjour Nelson. Alors, toi et moi, on se connaît un peu. Oui, déjà, j'allais quand te même. demander, suis-je un ami ou un inconnu ? Plus un ami, justement. J'allais dire qu'on se connaît un peu, mais il y a quand même plein de choses qu'on ne sait pas encore, l'un sur l'autre. Et du coup, je veux commencer par un point en particulier. S'appeler Nicolas, quand on habite Nancy, c'est voir toute la ville défiler le jour de sa fête. Du coup, je suis particulièrement curieux de connaître ta réponse à la question suivante. Est-ce que tu connais la signification de tes prénoms et noms ? Nicolas, ça vient du grec, hein. Ça veut dire victoire et peuple ou victoire du peuple, je crois. Et Dufour, bon, c'est un nom extrêmement banal. Dans toutes les seigneuries, il y avait un four, et je pense qu'il y avait quelqu'un qui était préposé au four ou qui devait récolter les taxes pour l'utilisation du four. Mais l'histoire du nom de ma maman est intéressante aussi. D'accord, parce que du côté de ma mère, c'est germanique, hein. C'est oui. Kreuz. Ah, oui, et Kreuz en allemand, ça veut dire croix, je crois, oui, ou carrefour. Tout à fait, oui. Donc voilà, je trouve ça intéressant. C'est assez approprié, effectivement, pour travailler sur RCF. Absolument. Alors, est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont choisi le prénom Nicolas ? Je suis né en 1978. Je pense qu'un petit garçon sur 2 s'appelait Nicolas. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Hein. Donc tu faisais partie des fameux petits Nicolas, du coup, à l'époque, j'imagine. C'était l'époque de Sampé et Goscinny, oui, le petit Nicolas, justement. Ouais. Est-ce que tu aimes ton prénom ? Ah oui, j'aime beaucoup. D'accord. D'autant qu'il devient rare maintenant. C'est vrai. On est de moins en moins nombreux. Hein. Il y a pratiquement plus de petits Nicolas. Il y a plein de petits Louis, il y a plein de petits Victor, même. C'est vrai. Des petits Nicolas, non, il y en a plus. Hein. Après, je me rends compte en tant qu'enseignant qu'il y a pas mal de prénoms plus trop utilisés qui reviennent. Alors, assez peu de prénoms composés dans les Jean-Claude, Jean-Marc, etc. Même s'il y a un personnage de dessin animé qui s'appelle Jean-Claude. Mais effectivement, j'en vois un ou deux dans les listes d'élèves quand même. Je dirais que la moyenne d'âge des Nicolas en ce moment, c'est 40, 45 ans, 50 ans. C'est pas impossible. Tout ça, c'est cyclique. Hein. Ça reviendra dans 10-15 ans. Alors, sans parler de ta profession, tu fais quoi dans la vie ? Donc oui, extra-professionnellement, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'aime beaucoup prendre des photos au quotidien, où que je sois. J'aime bien mitrailler, alors le plus souvent avec mon smartphone, même si j'ai un réflexe. J'aime beaucoup la photo. Je prends des photos de mes enfants en permanence, alors surtout du petit dernier maintenant, parce que les plus grands ne se laissent plus trop faire. Hein. Faut en profiter. Hein. Si vous êtes parents, faites des photos de vos enfants tant que vous pouvez, parce qu'arriver à l'adolescence, c'est plus possible. Et puis sinon, j'aime beaucoup le cinéma, mais ça, c'est pas trop un secret non plus. Hein. Oui. J'ai commencé mon activité radiophonique en faisant des émissions de cinéma. Ouais. Donc c'est resté une passion, même si je deviens un petit peu vieux et que j'ai du mal avec le cinéma actuel. Donc je suis plus intéressé par le cinéma des années 50, 60, 70, un peu 80, mais là on entre dans le plaisir coupable. Et puis de temps en temps, il y a encore des pépites qui sortent, mais de moins en moins. Donc, alors, voilà. On pourra justement éventuellement revenir dessus dans ces passions. Est-ce que justement tu définirais le cinéma comme la passion qui a toujours été présente dans ta vie, ou est-ce qu'il y en a éventuellement une autre ? C'est la première passion en tout cas, c'est celle qui a fait que je suis ici aujourd'hui finalement, parce que j'ai fait des études de cinéma, d'audiovisuel, j'étais à l'IECA à la fin des années 90, et c'est en cherchant un stage dans le domaine de l'audiovisuel que j'ai découvert le monde de la radio et que j'ai commencé à faire des interviews aussi de réalisateurs et d'acteurs, et c'est là que je me suis rendu compte que le monde du cinéma était peut-être pas si sympathique que ça, parce qu'on rencontre des personnes géniales, hein, mais on rencontre aussi des gens qui ont un ego extraordinaire. C'est sûr, ouais. Alors du coup, quel est ton métier actuel ?
Mon métier actuel, je travaille dans une radio associative qui s'appelle RCF Lorraine Nancy. Sur cette radio, je m'occupe des dossiers de demande de subvention, de certaines choses administratives, de faire des émissions aussi. Il y a un lien aussi avec les bénévoles. On essaye de trouver des Nelson de temps en temps pour faire des émissions sur notre antenne. Donc voilà, c'est de la radio. Alors justement, tu parlais un petit peu du cinéma. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement qui t'ont mené à travailler dans la radio ? Alors, si je remonte loin dans mes souvenirs, quand j'étais ado, j'écoutais quand même pas mal la radio. Alors, avec mes parents, c'était dans la voiture essentiellement. Mon père était toujours branché sur RTL, donc j'écoutais RTL. C'était l'époque de Fabrice. Je sais pas, t'es plus jeune que moi. Hein. Oui. Je sais pas si ça te parle, Fabrice, sur RTL. Pas tout à fait, non, j'avoue. Eh ben, c'était un excellent animateur. Les grosses têtes aussi. Oui. J'aimais beaucoup les grosses têtes dans les années 80, 90 avec Philippe Bouvard, Jacques Martin. C'était des gens qui avaient un sens de l'improvisation que je trouve extraordinaire. Et d'ailleurs, quand il repassait les grosses têtes la nuit des temps, au milieu de la nuit, on pouvait le retrouver en podcast aussi, et on écoutait ces très anciennes émissions. J'admire vraiment ce talent d'improvisation que pouvait avoir un Jean-Yann aussi. Ouais. C'était absolument dingue. Donc je crois que j'ai toujours quand même beaucoup aimé la radio. Ado, j'écoutais les libres antennes aussi. Oui. Je sais pas si tu écoutais Fun Radio, des choses comme ça. Moi, je Max. Oui, non, mais par contre, oui, je vois tout ce mouvement. C'est vrai que moi, j'arrive plus sur la fin où il y a les libres antennes le soir, surtout, où c'était revenu pas mal à la mode pendant les années 2000 sur Énergie, sur Europe 2, juste avant que ça devienne Virgin, justement, et que ça redevienne Europe 2 ensuite. Mais oui, il y avait encore un petit peu de ça sur la fin. Oui, parce que quand j'étais ado, donc concrètement, début des années 90, Internet n'existait pas. Oui. Donc pour communiquer avec des jeunes de ton âge quand tu habites dans un village comme moi qui fait 150 habitants, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc le seul moyen de savoir un peu ce que pouvaient penser les autres jeunes de ton âge, c'était d'écouter la radio, les libres antennes, où des adolescents venaient appeler pour parler de leur peine de cœur, tout ça, leur découverte de plein de choses. Et donc c'était très très important d'avoir ce type d'émission, quoi. Il y avait pas autant d'offres à l'époque qu'aujourd'hui. Ah, c'est clair. Alors tu travailles actuellement à la radio, mais qu'est-ce que tu as exercé comme autre métier dans ta vie ? J'ai travaillé un peu dans le bâtiment quand j'étais étudiant pour financer mes études, et puis j'étais pas très jeune. J'avais 22 ans, donc il fallait amener un peu d'argent quand même. Donc j'étais intérimaire, et là j'ai fait un peu tout. J'ai travaillé dans le bâtiment, la couverture. J'ai travaillé dans un abattoir. Oula, ouais. Ça devait être sportif. Je n'abattais pas les animaux. Oui, non, mais bon, quand même. Hein. Quand tu arrives à 5h du matin, que tu entends les vaches, puis il fait très froid. Je mettais la viande sous vide. Oui, d'accord. Mais donc j'ai découvert aussi le monde de l'usine. J'ai plié du métal aussi. D'accord. C'était une belle expérience. Le premier truc qu'on m'a dit, c'est celui qui était là à ton poste juste avant toi, il est reparti sans ses doigts, donc fais gaffe. Ouf. Donc ça te calme un peu. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais alors justement, quand tu parles d'abattoir, alors j'ai pas travaillé dans un abattoir, j'ai été une semaine en intérim avant de trouver un job saisonnier. J'ai travaillé dans une entreprise qui travaillait le poisson. Donc effectivement, pareil, on commençait à 5h et en plus j'habitais pas à côté de l'endroit où ils le faisaient. Donc, et si t'arrives pas à l'heure, tu te fais un peu détruire. Ouais, c'est clair. Ouais. Et nous, on préparait les boîtes de sushis toutes prêtes qu'il y avait chez Auchan et autres, où il fallait en plus d'abord décongeler les trucs de riz qu'ils avaient dans de l'eau froide. Alors je balancerai pas le nom parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas tout à fait en règle, mais effectivement cette expérience de y aller très tôt, il fait hyper froid. Alors, et tout, c'est marrant particulier, que tu parles de ça, parce que moi je me souviens qu'on m'a fait faire un truc justement quand j'étais dans cet abattoir. Alors qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Moi j'avais 19 ans. Oui. C'était des produits congelés qui arrivaient, qui étaient périmés. Ouf. Et il fallait les décongeler pour les mettre sous vide. Oh. Et enfin c'était atroce. Et puis et tu savais par ailleurs que dans les supermarchés du coin, ils faisaient un peu pareil. Ensuite, des fois quand c'était périmé, ils retaillaient un peu la viande pour remettre des étiquettes. Donc on comprend quand même que la réglementation soit de plus en plus stricte, parce que du début de la chaîne à la fin de la chaîne, il y a toujours des gens qui sont là pour essayer d'abuser et de gratter un peu d'argent. Ah oui, non, mais c'est sûr. Alors mettons de côté le métier que tu pensais faire en tant que jeune adulte. Dans ton enfance, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Je voulais être réalisateur, vu que le cinéma c'est ma première passion. D'accord. Donc, moi, comme tous les gamins de mon âge, j'étais Spielberg. J'étais fasciné par Spielberg.
un peu George Lucas aussi, un peu Coppola. J'ai découvert Brian De Palma. D'accord. Et puis le cinéma asiatique aussi qui m'a vite fasciné. J'aimais beaucoup les polars hongkongais, alors qui étaient très violents quand même. C'est moins ma tasse de thé maintenant. Mais les films de John Woo, de Swark, ça me fascinait. Donc quand je faisais des films amateurs avec des potes, ça allait pas très loin. Hein. Mais on improvisait un peu le scénario. Et puis le montage, je faisais en transférant le film H8 sur un magnétoscope. Donc je faisais le montage vraiment à l'arrache. Il n'y avait pas les outils numériques. Donc je rêvais d'être réalisateur. Mais qui sait, hein, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Hein. Mais toi, tu rêvais d'être quoi? Alors moi, c'était animateur télé. Quand j'étais gamin, j'avais même des copines qui voulaient qu'on fasse semblant à faire l'émission Le Big Deal. Je sais pas pourquoi j'allais dire Le Big Deal. Ouais, et qui voulaient que je fasse Vincent Lagaffe et elle les Gaffettes. Je vois pas du tout comment ça tenait parce que on devait forcément improviser parce que c'était pas une vraie émission. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté pas mal. Après, c'est rapidement devenu l'enseignement parce qu'il y a cet esprit de transmission également. Mais c'est vrai que c'est pas mal resté. Après, justement, ce que tu dis sur le fait que vous filmiez par vos propres moyens, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que avant l'époque du smartphone avec lequel on peut filmer des choses, il y avait déjà justement avec les premières les premières caméras qu'on peut tenir à la main, déjà ce premier élan de personnes chez elles qui essaient de filmer des trucs, quoi. Et c'est drôle ce que tu dis parce que je me faisais la réflexion il y a pas si longtemps que les métiers que je voulais faire pratiquement personne le faisait à l'époque, que ce soit la radio ou le cinéma, et aujourd'hui tout le monde le fait finalement. Oui. C'est ce qui était exceptionnel est devenu ultra commun. Oui. C'est comme la libre antenne à la radio. Oui. Finalement, il suffit de créer ta chaîne sur Twitch et tu fais de la libre antenne aussi. Et donc on a changé complètement de monde en l'espace de 30 ans. Oui, non, mais c'est vrai, il y a des nouveaux outils qui sont arrivés. C'est vrai que la première fois, je me souviens 2015-2016, j'avais parlé avec un ami qui est devenu journaliste de faire un podcast. Et à l'époque, faire un podcast, ça paraissait un truc complètement fou. Et hors de portée. Voilà, et on est à peine 9 ans plus tard, on a l'impression que tout le monde a son podcast. Et c'est un peu le cas. Hein. Et c'est assez dingue, quoi. C'est à la fois fascinant, passionnant et un peu inquiétant parce que encore une fois, il y a tellement d'offres que tu sais plus trop où aller et tu te dis que tu passes et puis il y a la peur de manquer aussi, de passer à côté de quelque chose qui est potentiellement passionnant mais que tu vois pas parce que ça paraît pas dans ton flux, quoi. Oui, non, c'est ça. Alors, pour changer de sujet, comment est-ce que tu répondrais à la question d'où viens-tu ? Je viens de Saint-Dizier. Voilà, et franchement, tu connais Saint-Dizier ? Oui, quand même, oui. Alors, par contre, comment dire ? T'y es allé une fois et t'y es retourné ou t'y es allé une fois ? Alors, j'y passe chaque été parce que c'est par là qu'on passe pour aller tu traverses Saint-Dizier, quoi. On traverse Saint-Dizier chaque été puisque c'est en chemin entre ici et Orléans pour aller voir donc la mère de Julie, ma femme, et donc forcément on passe à Saint-Dizier. Et au début pour moi c'était la ville qui donne son nom à la rue Saint-Dizier à Nancy, mais non, c'est marrant. Et puis en ayant expérimenté avec le fait d'être entraîneur l'an dernier en foot amateur et en allant dans la Meuse et tout ça, tu vois plein de communes d'un coup dont tu avais entendu vite fait parler le nom, et d'un coup t'es là, ben oui, c'est une vraie ville avec des vrais habitants, etc., avec une population et qui a son église, qui a son monument aux morts, etc., etc. Et c'est vrai que pareil, Saint-Dizier, à chaque fois que je traverse, je me dis bon, c'est quand même mignon comme commune. Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout en mode le pâtelain paumé. Attends, pourquoi tu traverses Saint-Dizier alors qu'il y a une voie pour contourner Saint-Dizier ? Parce qu'on prend la voie à chaque fois sans péage. Et donc en général, il n'y a pas de péage. Je pense que tu vois pas grand-chose de Saint-Dizier. C'est pas impossible. Saint-Dizier, c'est pas une ville qui a un intérêt particulier, mais j'y suis attaché, j'y suis né. Donc forcément, j'y ai grandi, j'ai fait une partie de ma scolarité. Mais comme tous mes potes, en fait, une fois que t'as le bac, tu quittes Saint-Dizier parce qu'il y a rien à faire ensuite. Oui. Enfin voilà. Alors la semaine prochaine, on va parler avec Magali qui est très attachée à Nancy, mais qui à la base n'est pas née à Nancy. Est-ce que selon toi, l'origine de quelqu'un, c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps ? Tu peux préciser ta question, je la comprends pas. Mais justement, par rapport à la question d'où viens-tu, est-ce que c'est forcément... Quelle influence ça a sur moi, tu veux dire ? Non, est-ce que c'est la réponse qu'on est censé donner ? Est-ce que c'est forcément j'ai grandi là et donc je suis originaire de là ? Ou est-ce que c'est je me sens là
chez moi, je sens que c'est ici d'où je viens, et donc du coup ça évolue avec le temps. Après, je sais pas, moi je suis assez terrien. J'ai pas tellement bougé dans ma vie au final. Mon père est né à Charmes dans les Vosges, ma mère est née à Lignon-Barrois en Meuse, moi je suis né à Saint-Dizier, et je suis toujours resté un petit peu dans ce triangle finalement, Marne, Haute-Marne, Meuse, Vosges. Donc je me sens vraiment très attaché en fait à ce territoire, et j'adore voyager un peu partout en France. J'ai beaucoup aimé la Bretagne, le sud de la France, le sud-ouest, le Jura, le Vercors, il y a plein de coins magnifiques, mais je me sens pas chez moi. D'accord. J'étais au Beau-de-Provence cet été. Je te raconte ma vie, hein, mais c'est le but de l'émission en même temps. Et j'ai trouvé près d'Avignon, j'ai trouvé ça magnifique, mais je me disais c'est beau, mais je resterai pas là. Enfin, à chaque fois j'essaie de me dire, est-ce que je pourrais me projeter, est-ce que je pourrais y vivre là. Et j'ai du mal, hein. J'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de verdure, des grands arbres, et je crois que d'une certaine manière je me suis attaché au climat lorrain aussi. C'est justement l'inverse des discussions qu'on a souvent avec ma femme Julie, qui elle, souvent quand on va dans des communes qui lui plaisent beaucoup, elle dit je me verrais trop habiter ici, etc. Donc je pense qu'il y a aussi des expériences de vie différentes, mais aussi elle a beaucoup bougé aussi au contraire, donc je pense que ça forge assez rapidement aussi ce genre de choses. Oui, c'est possible. Moi, les 18 premières années de ma vie, quand je vais chez mes parents, c'est la maison où je suis né, donc il y a un enracinement qui est très très fort. Et c'est vrai, là où je me sens vraiment chez moi, c'est mes parents vivent près du lac du Der, et le lac du Der, là c'est chez moi. Et s'il y a un endroit où je me dis tiens, où est-ce que je voudrais finir mes jours, je pense que c'est près du lac du Der. C'est vrai que c'est ça envoie pas du rêve, mais c'est chez moi, sympa, quoi. C'est plutôt sympa. Je te recommande la migration des grues. Ça va pas tarder là d'ailleurs. On pourra éventuellement y passer. Est-ce que tu as aimé l'école ? J'ai beaucoup aimé l'école maternelle et l'école primaire. D'accord. Le collège, ça a été beaucoup de souffrance. Pour beaucoup, j'ai l'impression, Et encore, j'étais un peu épargné parce que j'avais un cousin dur à cuire. Donc le nom du four était réputé, ça m'a épargné pas mal de problèmes. Mais sinon, j'étais un peu, tu vois, le côté souffre-douleur, tu connais. Je vois très bien. Et encore en étant épargné, mais surtout, je pense que comme j'étais assez sensible, je supportais pas de voir qu'on faisait aussi du mal aux autres ou qu'il y avait de l'injustice. Et je détestais tu voyais des groupes se former, et leur plaisir, c'était de voir comment humilier l'autre. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Et pas très bon souvenir. Lycée, ça allait à peu près. Passe. Et l'université, j'ai adoré. Vraiment génial. L'université, c'est la liberté, ton premier chez toi, même si c'est une chambre universitaire de 9 mètres carrés, c'est quand même chez toi. Et puis tu découvres l'autonomie, donc surtout quand tu fais la fac, tu te rends compte que tu peux ne pas aller en cours et quand même avoir de bonnes notes aux examens. Je sais pas quelles leçons ils vont en tirer. Non, c'était de belles années l'université. Quelle était ta matière préférée à l'école ? Le français. J'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup les rédactions, j'aimais bien les dictées aussi. Je pense qu'après c'était l'histoire me plaisait pas mal, ça dépendait des périodes. Je me souviens ça dépendait des profs aussi. Je trouve que le rôle des profs est essentiel. Il y a quelques profs qui m'ont marqué positivement et négativement. Et j'ai le souvenir notamment, alors c'est ni positif ni négatif, c'est surtout que ça m'amuse. Je me souviens d'une prof d'histoire communiste. Alors quand on parlait de l'URSS, j'avais l'impression que Staline c'était formidable. Des vieux souvenirs qui remontent. Le gros cliché des vieux profs d'histoire, effectivement. Quel est le défaut que tu as qui t'est le plus utile ? Alors ça c'est une question extrêmement difficile. Alors par exemple, j'ai pu entendre que être têtu, ça peut être un défaut très utile justement pour persévérer dans la vie, la curiosité, etc., etc. Est-ce que c'est une forme d'entêtement ? J'aime bien comprendre les choses. Je pense que je suis... si on entre dans une forme de psychothérapie, ça va être compliqué. Je sais pas si je vais aller jusque-là. Est-ce qu'on peut sauter des questions ? Oui, bien sûr, sans problème. Parce que j'aurais sincèrement, je crois, beaucoup de mal à répondre à cette question parce que j'ai beaucoup de défauts. Mais je saurais pas dire comme ça lesquels me sont utiles, lesquels ne sont pas utiles. D'accord. Et ils peuvent être à la fois utiles et inutiles, si tu veux. Donc on va rentrer dans une discussion qui n'aura aucun sens. Et mon pire défaut, c'est que je peux aussi comme ça m'enliser un petit peu et discuter pendant de longues minutes pour ne rien dire. J'ai parfois le même défaut. Si ce que tu as à dire n'est pas plus intelligent que le silence, tais-toi. Donc je vais me taire. Alors, quelle est la chose, dont tu es le plus fier ? Tu connais la réponse. J'ai dit d'emblée quand je me suis présenté. Oui.
Bah vas-y, répète-le. Je pense que ça leur fera du bien de l'entendre. Mes enfants, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. C'est vrai qu'une fois qu'on est parent, c'est dur de répondre autre chose que ça. C'est un peu évident, quoi. Ouais. Non, t'es toujours fier. Enfin, pour l'instant, je suis fier de mes enfants. Bon, on verra par la suite, voilà. S'ils font de grosses bêtises, tant qu'il se passe rien de grave après l'enregistrement. Non, mais j'ai la chance d'avoir 3 enfants j'ai une grande, quoi, qui aura 24 ans dans quelques mois, et puis j'ai un petit, donc t'as tous les âges un peu à la maison, puis ils ont chacun une personnalité différente, donc ça c'est chouette. Enfin, quand je dis à la maison, la grande, elle vit de ses propres ailes, donc c'est dur de les voir tous en même temps, mais c'est beaucoup de bonheur, les enfants, c'est beaucoup de préoccupations, c'est pas mal de stress durant certaines périodes de la vie, mais c'est quand même surtout beaucoup de bonheur, quoi. Est-ce que tu considères que tes amis sont ta famille ? C'est une très bonne question. Oui, faut distinguer amis et copains. Ouais. J'ai quelques amis extrêmement précieux qui font partie de ma famille. Mmh. J'ai un ami avec qui je pars en vacances chaque été, et puis c'est pas négociable, si tu veux. Oui. Quelques amis, 4-5 font partie de ma famille, je dirais. Voilà, donc les amis très proches. Ah oui, des amis très proches. D'accord. À qui je peux vraiment tout dire, quoi. Est-ce que tu as eu un membre de ta famille qui a eu un énorme impact sur toi ? Oui, plusieurs. Je dirais ma grande-tante, qui m'a trouvé un stage en radio quand j'avais 18 ans, 19 ans, je sais plus. Ouais. Puis qui a toujours été très importante dans ma vie, que je considère comme ma grand-mère. Et puis mes grands-parents maternels, les Kreutz, Pierre Kreutz et Odette Kreutz, qui m'ont élevé une bonne partie de ma jeunesse, parce que mes parents travaillaient beaucoup, donc je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents, même si avec le recul quand même, ils mettaient beaucoup devant la télé. Donc je suis aussi un enfant de la télé. Ouais. Mais ils étaient adorables avec moi, ils ont toujours été vraiment bienveillants, et cette bienveillance, elle m'a... Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Ça m'a des gens qui te disputent jamais, qui font que des compliments pour quitter la 7e merveille du monde. C'est fabuleux. Les grands-parents, c'est souvent ça, oui, c'est sûr. Parfois, justement, maintenant qu'on est parents avec ma femme, on voit nos parents comment ils se comportent avec nos enfants. On est là, mais vous pouviez pas faire ça avec nous aussi. Non, bien sûr. On peut pas. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. J'entre dans l'âge où je commence à comprendre ce qu'on peut ressentir quand on devient grand-parent, parce qu'on retrouve enfin des petits à la maison, mais sans le côté peut-être désagréable. Voilà, je pense qu'être grand-parent, c'est aussi que du bonheur, quoi. RCF, Nelson Mirman. On va continuer à faire connaissance avec monsieur le directeur de cette antenne. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures ? J'aime bien parler de politique, pour me plaindre. Refaire le monde, j'aime beaucoup refaire le monde. Avec des amis, je peux refaire le monde pendant des heures. Ça ne change absolument rien, mais ça nous fait du bien sur le moment, quoi. Alors justement, on n'a pas forcément des heures, mais on va quand même se prendre quelques minutes pour changer le monde. Tiens, justement, sur le sujet, si je te demande par exemple quelle est la chose qui, en parlant de s'énerver justement, t'énerve le plus à l'heure actuelle, ce serait quoi la première chose que tu me citerais ? C'est une Tu sais ce qu'on fait quand on sait pas quoi répondre ? On dit c'est une excellente question. Laissez-moi le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qui m'énerve dans le climat politique actuel en France m'énerve particulièrement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très très malsain, et que les hommes et les femmes politiques deviennent aussi extrêmement sectaires, et ça manque de raison, tout ça. Et j'ai beaucoup de mal, et il y a notamment des personnalités politiques pour qui je pouvais avoir de l'estime il y a encore quelques années, qui aujourd'hui me font vraiment peur. Mais voilà. C'est vrai que c'est quelque chose, l'an dernier quand on faisait 27 et qu'on parlait aux gens qui viennent d'autres pays et qu'on leur dit voilà une chose qu'ils aimeraient bien changer en France ou quoi, ça revenait assez souvent effectivement qu'il y a dans leur pays, genre des pays scandinaves, les Pays-Bas, etc., il y avait une grande culture du compromis, de savoir jusqu'où on peut aller, et qu'en France c'est assez absent. Chacun est dans sa ligne, dans sa position. Tout le monde se braque, et ça en devient effrayant. J'ai complètement arrêté d'ailleurs les réseaux sociaux il y a quelques semaines. J'étais encore sur Twitter, X.
puis je peux plus. Je suivais pas mal de personnalités politiques, justement, et je les voyais s'insulter les uns les autres. Et à un moment, je me suis dit, mais très sérieusement, je suis très sérieux, je suis en train de mettre en péril ma santé mentale, quoi. Et donc, j'ai tout désinstallé. Alors, professionnellement, c'est sans doute une erreur, parce que Et encore. Est-ce vraiment la réalité qui se joue là, quoi. Je préfère maintenant m'informer, donc en écoutant la radio, en lisant des articles un peu développés, mais les réseaux sociaux, j'ai décidé que ce serait plus une source d'information, quoi. Alors justement, il y a une des questions que je pose parfois, que je compte parfois poser aux invités, qui est s'il y a une chose pour laquelle tu pourrais militer, ce serait quoi, justement? L'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. D'accord. Et là, je serais vraiment un dictateur. Hein, j'interdirais jusqu'à minimum 16 ans et pourquoi pas 18 ans, quoi. Ok. Et tu penses que c'est ça qui est le plus gros impact actuellement sur Je pense qu'on est entré dans un monde, je le disais tout à l'heure, qui a changé extrêmement rapidement. Et tout changement rapide, tu maîtrises pas, en fait. Il y a plein d'éléments qu'on maîtrise pas et qui nous font du mal. Est-ce qu'on est plus heureux? Tu te sers de ton téléphone comme d'un chronomètre actuellement. Moi, j'ai mon téléphone aussi à côté de moi. Alors que je n'en aurais pas besoin normalement, mais c'est presque pavlovien. On a ce réflexe d'avoir cet outil à côté de nous. Je suis pas sûr que ça nous ait rendu plus heureux. On dit c'est un outil, ça dépend de la manière dont on s'en sert, mais au-delà de ça, il est conçu aussi pour nous rendre complètement accros et pour qu'on y revienne en permanence. Et donc on doit se battre continuellement contre l'envie d'y retourner, quoi. Et enfin voilà, moi ça me pose beaucoup de questions. Je pense que moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que justement moi qui suis enseignant aussi au collège et au lycée, il y a cette persuasion de la part des autorités dans le domaine de l'éducation nationale que, étant donné qu'on est face à une génération 2.0, qu'il y a une maîtrise de ces outils alors qu'on n'y est pas du tout. Et je vois par exemple que la grosse différence entre ma génération et la leur, c'est que on nous faisait encore beaucoup travailler sur les ordinateurs pour maîtriser des choses très basiques comme le traitement de texte, comme savoir se servir d'un logiciel, etc. Et qu'on est tellement sûr que comme ils savent aller sur les réseaux sociaux, ils savent aussi se servir de tous les outils et ils savent les comprendre surtout. Et on commence à petit, et c'est beaucoup des initiatives individuelles d'enseignants, de travailler sur la désinformation, sur l'éducation média aussi. Voilà, l'éducation aux médias, mais c'est presque trop peu, trop tard, tellement on a laissé s'échapper ce truc. Après, il y a plein d'avantages aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que il y a cette persuasion qu'on a toutes et tous un peu de étant donné qu'ils ont grandi avec, ils savent s'en servir, alors que ils savent se servir de certaines choses d'une certaine façon, et je pense que il y a nous aussi on a une responsabilité face à ça de mieux bosser là-dessus, quoi. Non, c'est sûr que les enseignants ont une responsabilité, mais je pense que sortir ces outils du cadre de l'éducation pourrait aussi, sur certains plans, être pertinent. Je crois que depuis quelques années, de toute manière, les téléphones portables sont interdits dans les établissements scolaires. On ne doit pas s'en servir, en tout cas. Ouais. Et voilà. Moi, j'ai de leçons à donner à personne, sincèrement. Je me pose juste des questions, quoi. Je me pose des questions parce que je n'ai pas vu de personnes plus heureuses. Grâce à ça, je vois plutôt des gens se braquer, je vois plutôt des gens se radicaliser, en fait, dans leurs idées. Ouais. Et je me dis, c'est quand même bizarre que tout le monde se radicalise aujourd'hui, quoi. En fait, c'est à double tranchant. Je l'ai vu, moi je bosse sur 2 établissements et justement je l'ai vu sur l'attitude que chaque établissement a vis-à-vis du téléphone portable. L'un est dans l'interdiction avec éventuellement la réflexion de carrément ne pas l'emmener dans l'établissement, même si forcément pour certains enfants, par exemple de parents séparés ou autres, parfois ça peut être un outil extrêmement important. Mais à côté de ça, j'ai dans mon autre établissement justement l'idée de parfois ça peut être utile parce que par exemple on peut faire des quiz éducatifs où chacun prend son téléphone et effectivement répond, ou au moins qu'il y en ait un par équipe, histoire qu'ils puissent faire des recherches, faire des travaux. Donc je pense que justement cette éducation, ça en fait partie et c'est toute une réflexion à mener là-dessus. Mes aussi, parents m'ont acheté un ordinateur dans les années 80. C'était un Intram CPC, c'était pour faire les devoirs. Ils ont acheté l'imprimante, tout ça. J'ai jamais fait mes devoirs avec. J'ai fait que jouer aux jeux vidéo. J'ai passé des dizaines et des centaines d'heures à jouer à des jeux vidéo dessus. Ce sont censés être des outils qui ont une utilisation qui peut être pertinente.
Mais dans les faits, j'ai l'impression qu'on va surtout s'en servir pour se divertir. Quand on peut se divertir, on se divertit. Oui. Bon, j'avoue que moi je faisais un peu des deux. Ma mère m'avait donné le choix console ou PC et j'avais choisi PC et je faisais du travail dessus, mais je jouais aussi à FIFA 98 dessus, même une fois que ça faisait déjà 7 ans que c'était sorti. Alors on va retourner la situation. Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu as envie de savoir sur moi? Il y en a plein, mais j'ai le droit qu'à une question. Oui. Quel est le dernier film qui t'a fait pleurer et pourquoi? Oh là, il y en a plein, parce que j'ai la larme très facile. Alors quel est le film qui t'a le plus fait pleurer et pourquoi? Comment dire, je pense que alors j'ai toujours la larme facile devant Forrest Gump notamment, parce qu'il y a des moments très émouvants et très honnêtes de ressenti. Celui avec lequel, alors pas du tout parce que pour le fait qu'il devient roi, parce que c'est pas du tout mon rêve, mais avec lequel je m'identifie le plus, c'est le discours d'un roi, parce qu'il y a un homme, c'est l'histoire d'un homme forcé dans une situation qui forcément lui plaît pas, qui doit se dépasser sur certains de ses défauts et il y a un moment où effectivement il lit son premier discours de roi et il fond en larmes parce qu'il dit je suis pas un roi, je suis un officier de la marine, c'est pas à moi de faire ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me mets à pleurer parce qu'il y a aussi, c'est très émouvant, il y a tellement de gens qui se retrouvent aussi dans des situations où ils ont rien demandé à personne. Alors plus difficile souvent que d'être roi, mais effectivement on n'a pas toujours choisi ce qu'on veut et c'est vrai que ce qu'on a et c'est pas toujours facile. Du coup, est-ce que ça t'a plu, Nicolas? Ah oui, merci beaucoup pour cet échange, Nelson. Merci beaucoup à toi, Nicolas, d'avoir pris le temps de mieux te faire connaître et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous. Merci beaucoup, Antoine, à la technique. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et allez à l'écoute de RCF Lorraine Nancy, bien sûr, et à vendredi prochain, si tout va bien.